Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le tableau des flux de trésorerie de l'ordre des experts comptables, qui est donc un tableau qui tombe environ une fois sur deux. Inutile de vous dire donc que c'est important. Et donc pour ce faire, nous allons d'abord voir le modèle de tableau de variation de la trésorerie de l'ordre des experts comptables. Après, évidemment, comme d'habitude, le détail des postes qui composent le tableau de l'ordre. Et ensuite, les différences essentielles entre un tableau des flux de trésorerie, tel que celui-là, et un tableau de financement. Ça aussi, ce sont des questions qui tombent quasiment tous les ans. Et donc, vous remarquerez qu'il y a deux modèles pour calculer et présenter le tableau des flux de trésorerie de l'ordre des experts comptables, soit à partir du résultat net, soit à partir du résultat d'exploitation, sachant que, bien sûr, on retrouve la même chose dans les deux cas de figure. Alors, on va commencer aujourd'hui par le modèle à partir du résultat net, bien sûr, et on va comprendre, essayer de voir le détail de chaque élément. Alors, vous avez dû remarquer que ce soit à partir du résultat net ou à partir du résultat d'exploitation, ce tableau qui va nous donner la variation de la trésorerie entre deux périodes se décompose en trois parties. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le flux net de trésorerie généré par l'activité, on est d'accord, puis le flux net de trésorerie généré par l'investissement, puis le flux net de trésorerie généré par le financement. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça veut dire que, en fait, la trésorerie va être étudiée à partir de ces trois éléments, l'activité, l'investissement et le financement. Vous pouvez regarder le modèle du tableau de trésorerie de l'OEC à partir du résultat d'exploitation. Vous remarquez que vous avez exactement les trois mêmes postes, activité, investissement, financement. Qu'est-ce qui change entre les deux modèles? Ce qui change entre les deux modèles, en fait, ce n'est que la façon d'arriver au flux net de trésorerie lié à l'activité. Les deux autres, investissement, financement, sont exactement les mêmes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. C'est un petit peu le même principe que pour calculer la CAF, soit on part du résultat, soit on part de l'EBE. C'est un peu le même esprit. On est d'accord sur le principe? Donc, il y a donc deux options possibles, à partir du résultat net ou à partir du résultat d'exploitation. Encore une fois, ici, aujourd'hui, et dans ce premier cours, on va se contenter de tableaux à partir du résultat de l'exercice. Mais je voudrais que vous compreniez le principe. D'abord, ici, ce que nous allons calculer, c'est la variation de trésorerie. Expliquer comment et pourquoi la trésorerie a varié. Vous voyez tout de suite, intuitivement, que ce tableau explique la variation de trésorerie, encore une fois, étant la résultante de trois éléments. L'exploitation, l'activité, l'investissement et le financement. Donc, quand vous regardez dans le tableau, par exemple, à partir du résultat net, en bas, les trois dernières lignes, vous avez la variation de trésorerie et elle sera indiquée, la variation de trésorerie, et vous la calculerez en faisant la somme des trois flux de trésorerie qui composent la trésorerie au total, à savoir activité plus investissement plus financement. Est-ce que vous êtes d'accord? Et l'avantage, on le verra tout à l'heure, c'est que dans ce tableau, pour le boucler, il y a un moyen de vérifier qu'on a été cohérent. Ce sont donc à nouveau les trois dernières lignes, et en particulier les deux dernières, où vous voyez trésorerie à l'ouverture, trésorerie à la clôture. Vous voyez? Eh bien ça, on va le faire, on va l'écrire, on va le calculer, et on dira la variation de trésorerie, c'est aussi la trésorerie à la clôture moins la trésorerie à l'ouverture, ce qui permettra de vérifier rapidement si on a été cohérent. Je m'explique. Pour trouver la trésorerie à la clôture moins la trésorerie à l'ouverture, vous allez voir, il faut 3 minutes. Enfin, vous, il faudra 2 jours, mais normalement, il faut 3 minutes. D'accord? OK? Donc 3 minutes, en 3 minutes, je sais combien je dois trouver de variations. Et ensuite, je vais vérifier que ce que j'ai fait en 3 minutes, vous allez me dire, j'exagère, 5 minutes, d'accord? C'est ce que je trouve en mettant 1h30 pour faire l'activité, l'investissement et le financement. Vous comprenez l'intérêt, vous saurez à l'avance combien vous devez trouver. On est d'accord? Donc, encore une remarque très, très, très importante, c'est que dans le cours que je vous fais, que je vous donne, vous remarquerez que je mets les signes
pour chaque élément qui compose, que ce soit peu importe, hein, à l'activité, aux investissements, au financement. Je vous mets les signes, plus ou moins, plus ou moins, ou plus ou moins. Vous avez remarqué. Je vous signale qu'il est probable que le jour de l'examen, on vous donnera le modèle, bien sûr, mais les signes peuvent ne pas être indiqués. C'est à vous de savoir si c'est plus, si c'est moins, ou si c'est plus ou moins. Je vous l'expliquerai, bien sûr, tout à l'heure. On est d'accord? Donc on va pouvoir maintenant reprendre, point par point, les flux de trésorerie liés à l'activité. Donc, on part du résultat net. Le résultat net, là, il n'y a aucune difficulté, puisque le résultat net, vous allez le trouver dans le bilan, on est bien d'accord, dans les capitaux propres, et éventuellement, si vous avez le compte de résultat. En général, quand on vous demande ça, vous n'avez pas le compte de résultat, parce qu'on n'a pas besoin du compte de résultat obligatoirement pour faire ce tableau des flux de trésorerie. Avec les bilans et la 2054, 55, 56 de l'alias fiscal, comme nous l'avons déjà vu, notamment concernant le tableau de financement du plan comptable, ça nous suffit pour le remplir. On n'est pas obligé d'avoir le compte de résultat, vous allez voir. En tout cas, entendez bien, pour le résultat net, en passant par le résultat net, hein, on est bien d'accord. Donc, le résultat net, aucune difficulté. Vous allez dans le bilan, dans les capitaux propres de l'année N, vous avez le résultat, bien entendu. Ensuite, rappelez-vous, la logique, comprendre ce que l'on fait. Qu'est-ce que l'on cherche? On cherche de la trésorerie. Or, et pas n'importe quelle trésorerie ici, la trésorerie qui est générée par l'activité. C'est-à-dire, je fais simple, c'est l'exploitation au sens large. Autrement dit, tout ce qui n'est pas lié soit à l'investissement, soit au financement. On est bien d'accord? Puisque la trésorerie au total, 3. L'activité, l'investissement et au financement. Si je pars du résultat net, est-ce que vous comprenez que dans le résultat net, à l'intérieur, par définition, il y a tous les produits et toutes les charges. On est bien d'accord? Donc, comme je veux arriver à de la trésorerie générée par l'activité, est-ce que vous comprenez qu'il est complètement logique d'éliminer de ce résultat les charges et les produits qui sont à l'intérieur, mais qui ne sont soit pas liés à l'activité, soit qui n'engendrent pas ou qui n'engendreront jamais de la trésorerie ou de la sortie de trésorerie. Est-ce que vous comprenez? Ça va, c'est clair? Donc, évidemment, sur la ligne élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non, liée ou non à l'activité, on ne met rien. C'est le détail en dessous. C'est-à-dire qu'on va éliminer les amortissements, dépréciations et provisions, les plus-values de cession nette d'impôt, les transferts de charges au compte de charges à répartir et la quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat. Et on va arriver avec un solde qui existe, qui n'est pas encore le solde généré par l'activité, qui est ce qu'on appelle, dans ce tableau-là, la marge brute d'autofinancement, la MBA. À nouveau, une petite remarque dont on parlera tout à l'heure. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que ce tableau de l'ordre ait été créé, quand je dis créé, j'exagère un petit peu parce qu'il a été modifié il y a quelques années. Auparavant, la marge brute d'autofinancement, c'était un concept. Beaucoup de gens aimaient utiliser ce terme, ça fait toujours bien dans les salons. Le problème, c'est que comme ce n'était pas défini, personne n'était d'accord d'une façon absolue, formelle. Maintenant, c'est normalisé, la marge brute d'autofinancement. Maintenant, on sait ce que c'est. D'accord? C'est clair, net et précis. Alors, on va attaquer élimination des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité. D'accord? D'abord, je mets plus ou moins les amortissements, dépréciations bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? D'accord? C'est-à-dire qu'on va mettre, regardez bien, on va prendre 681, 686, 687, et je vous précise bien, sauf les dotations aux dépréciations sur l'actif circulant. C'est pas n'importe quoi là que j'ai écrit. C'est pas le hasard, j'ai pas dit moins les dotations. C'est moins les dotations aux dépréciations sur actifs circulants. J'y reviens. Et après, moins 781 plus 786 plus 787, sauf les reprises sur dépréciation de l'actif circulant. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez que ça commence comme pour le calcul de la CAF. Est-ce que tout le monde est d'accord?
vous souvenez du résultat, on rajoute plus 681, 686, 687, et après, moins 780, 786, 787. Ça commence comme ça quand on calcule la CAF à partir du résultat. Donc on retrouve à peu près la même chose. Sauf que là, il ne faut pas rajouter la partie 681, 686, 687 liée à l'actif circulant. Et il ne faut pas retirer les 781, 786, 787 qui seraient liés à l'actif circulant. Alors pourquoi il ne faut pas le faire? Tout simplement parce que contrairement à ce que l'on fait dans le tableau de financement du plan comptable, et c'est une des différences entre les deux, ici, quand on va travailler sur l'actif circulant, on va travailler sur les valeurs nettes et pas sur les valeurs brutes. Je vous rappelle que quand on faisait le tableau de financement du plan comptable, notamment la deuxième partie, vous vous souvenez que l'on retrouve les variations que l'on a calculées quand on fait 2 bilans fonctionnels successifs. Or, dans l'actif circulant du bilan fonctionnel, vous vous souvenez qu'on travaille en brut, pas en net. Eh bien là, on va travailler sur les mêmes postes, vous allez voir à peu près, sauf que ça sera en net. Voilà pourquoi je prends bien 681, 686, 687, mais pas ce qui là-dedans pourrait être lié à l'actif circulant, et je retire 781, 786, 787, sauf je ne prends pas dedans ce qui pourrait être lié en reprise et en RADP lié à l'actif circulant. Alors la question qui se pose, c'est bien sûr comment je fais pour savoir ce qui est lié à l'actif circulant ou pas dans les 680, 686, 687, et la même chose pour 781, 786, 787. Évidemment, je vais vous l'expliquer, conformément à ce qui est écrit dans le cours, mais bien entendu, amortissement et provision, je viens encore une fois hors dépréciation sur actif circulant, et bien sûr, on va trouver donc du coup soit plus, soit moins. Il n'y a pas de souci. Et c'est ce montant-là qu'on inscrira, c'est pour ça que je mets plus ou moins amortissement, dépréciation et provision. Alors comment on fait pour trouver cela? Comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, je vous dis attention, quand on peut vous demander ce tableau des flux de trésorerie à partir du résultat net sans avoir le compte de résultat. Est-ce que tout le monde me suit? Parce que si vous avez le compte de résultat, il n'y a pas de souci majeur, puisque dans le compte de résultat, c'est écrit. Si vous avez bossé sur le compte de résultat, ce dont je ne doute pas, bien entendu, conformément au premier cours, le plus important de toute l'analyse financière, savoir lire une liasse fiscale, mais ça, c'est aucun problème. Quand je vois vos notes, aucun problème, d'accord, visiblement, ok? Donc, vous auriez, évidemment, les informations. Le problème, c'est que souvent, pour vous embêter, vous n'aurez pas cette compte de résultat. Donc, il faut aller chercher ces informations. Or, voilà comment je peux vous l'expliquer. Le renvoi petit 1, je vous rappelle, c'est 681, 686, 687, sauf les dotations aux amortissements aux dépréciations, pardon, sauf tout ce qui est dépréciation sur l'actif circulant. Donc, je dis bien, ceci correspond donc aux dotations, aux amortissements et aux provisions au sens strict. Donc, il ne faut pas tenir compte des éventuelles dotations pour dépréciation de l'actif circulant. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Les dotations aux amortissements. Où je vais les trouver? Toujours pareil, vous vous souvenez, 2055, les amortissements, le cadre A, total, colonne, augmentation, qui correspond aux écritures 681 à 28, c'est-à-dire les amortissements comptables. Ensuite, toujours dans la 2055, éventuellement le cadre C, tout en bas, la colonne dotation de l'exercice aux amortissements pour les frais d'emprunt, d'émission d'emprunt étalés ou les primes de remboursement, enfin les amortissements des primes de remboursement des obligations. Et je vous rappelle même les écritures 681 à 481 et 686 à 169. Et pour connaître les dotations aux dépréciations et aux provisions, regardez bien, vous allez aller dans la 2056, d'accord ? Et dans la colonne augmentation, bien entendu, sauf que vous allez évidemment prendre par exemple le total général dans lequel vous allez avoir les 681 plus les 686 plus les 687 et vous allez retirer ce qui est indiqué dans la 2056, les dotations sur stock, sur client et autres dépréciations que vous avez dans la 2056, puisqu'on a dit qu'on ne prenait pas ce qui concerne l'actif circulant. Eh bien, dans la 2056, concernant
l'actif circulant, vous avez bien les dépréciations concernant les stocks, les clients et les autres, sous-entendus, autres dépréciations liées, bien entendu, à l'actif circulant. On est d'accord? Vous voyez, vous n'avez pas besoin du compte de résultat pour sortir cela. Maintenant, le petit 2, c'est les 781, 786, 787, mais pas là-dedans ce qui concerne les reprises liées à l'actif circulant. Donc, c'est bien les reprises sur provision et dépréciation sont strictes, donc il ne faut pas tenir compte des éventuelles reprises pour dépréciation de l'actif circulant. Donc, on est bien d'accord que là, on ne va pas aller chercher dans la 2055, puisque dans le cours le plus important de l'année, je vous ai dit 14 fois de suite que dans la 2055, les amortissements, la colonne diminution des amortissements, ça ne correspond pas à du 781. Donc, on va le chercher dans la 2056, toujours pareil, dépréciation et provision, mais cette fois-ci dans la colonne diminution, et on reprendra les reprises sur provision réglementée, plus les reprises sur provision pour risques et charges, plus les reprises sur, attention, l'actif immobilisé, et uniquement l'actif immobilisé. On ne prendra pas les reprises sur stock, sur créances clients et autres créances, évidemment, sur actifs circulants. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? OK? Donc ça, c'est un poste important. Il fait partie des postes qui rapportent le plus, parce que c'est là où vous vous trompez tout le temps, bien entendu. Mais là, si vous faites ce que je dis, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Ensuite, poste suivant, vous pouvez regarder, plus ou moins, alors moins les plus-values de cession nette d'impôts.